Il y a 11 ans, au printemps, Grenoble vibrait de la promesse d'un avenir radieux pour 3 amis inséparables. Léo, le leader naturel du groupe, étudiant en géologie, portait en lui la passion brute et la confiance tranquille de ceux qui connaissent la montagne. Il était l'encre, l'expert. À ses côtés, Chloé, étudiante aux Beaux-Arts, observait le monde à travers l'objectif de son caméscope, capturant la poésie des moments fugaces avec une prudence qui contrastait avec l'audace de ses compagnons. Et puis il y avait Julien, l'étudiant en STAPS, la tête brûlée, dont l'énergie débordante et la soif insatiable d'adrénaline poussaient constamment le trio vers de nouvelles limites. À l'aube de leur remise de diplôme, ils partageaient des cafés en terrasse, traçaient des plans de voyage et de carrière, invincibles dans leur jeunesse et leur amitié fusionnelle. Leur quotidien se déroulait au pied du Vercors, forteresse de calcaire, dont les sommets majestueux et les gorges profondes constituaient à la fois un terrain de jeu et un rappel constant de la puissance de la nature. La ville, avec ses amphithéâtres bruyants et ses bibliothèques silencieuses, offrait un cadre structuré que les 3 amis aimaient fuir pour l'appel sauvage des gouffres. Ce fut Julien qui, un soir, évoqua la légende d'une galerie interdite, une section inexplorée d'un réseau de grottes réputées dangereux. Il mit au défi l'expertise de Léo, le piquant dans son orgueil de spéléologue chevronné. Chloé, bien que réticente, fut séduite par la promesse d'images uniques et par sa loyauté indéfectible envers ses amis. La décision fut prise dans une euphorie collective, scellant leur destin sans qu'ils s'en doutent. Les préparatifs se firent dans une atmosphère d'excitation fébrile. Le petit appartement de Léo était jonché de cordes, de baudriers et de casques, un désordre organisé que seule Chloé parvenait à immortaliser avec une touche artistique. Leur vieille Renault Clio, chargée de matériel et d'espoir, quitta bientôt l'agitation de Grenoble pour s'engager sur les routes sinueuses du massif. Le paysage urbain s'effaça pour laisser place à une nature brute, silencieuse et intimidante. Ils garèrent la voiture près d'une ouverture discrète dans la paroi rocheuse, à peine visible. Un dernier regard complice, un dernier rire qui se perdit dans l'air frais des montagnes. Puis ils allumèrent leurs lampes frontales et leurs 3 faisceaux lumineux percèrent l'obscurité avant d'être avalés par la gueule béante de la grotte. Les premières heures sous terre furent une symphonie d'émerveillement et d'adrénaline. L'air glacial et saturé d'humidité portait l'odeur millénaire de la roche et de la terre mouillée. Leurs lampes frontales découpaient des formes fantastiques dans l'obscurité totale, révélant des draperies de calcite scintillantes et des stalactites, aux allures de poignards de glace. Julien, en tête, lançait des défis à l'écho, son rire se répercutant dans les galeries sinueuses. Léo, juste derrière, vérifiait les points d'ancrage avec une concentration de professionnel, rassurant mais déjà un peu agacé par l'impatience de son ami. Chloé fermait la marche, son caméscope à l'épaule, capturant la beauté étrange de ce monde souterrain, fascinée par le contraste entre la fragilité de leur corps et l'éternité minérale qui les enveloppait. L'aventure était palpable, une promesse enivrante. Ils atteignirent enfin la bifurcation tant convoitée, une fissure étroite à peine visible derrière un éboulis, que les cartes officielles ignoraient. C'est là que la légèreté commença à se fissurer. Léo marqua une pause, un pli d'incertitude barrant son front habituellement serein. Il sentait que quelque chose n'allait pas, un courant d'air anormal, une instabilité dans la roche. Il exprima ses doutes, suggérant de rebrousser chemin. Mais Julien, piqué au vif, éclata de rire. « Alors, le grand Léo, on a peur du noir, c'est pour ça qu'on est venu. » Son ton, entre la moquerie et l'encouragement, toucha la corde sensible de l'orgueil de Léo. Chloé, tiraillée, filma leur visage tendu, immortalisant sans le savoir l'instant précis où leur destin bascula, scellé par l'amitié et une fierté mal placée. La progression dans la galerie interdite se révéla bien plus ardue que prévu. Les passages se resserraient, les forçant à ramper dans une boue glaciale, leurs vêtements devenant lourds et rigides. La fatigue commença à s'installer, rongeant leur enthousiasme initial. Le silence n'était plus rompu que par
le bruit de leur respiration haletante et le frottement de leur combinaison contre la pierre. C'est alors que le premier signe tangible de problème survint. La boussole de Léo se mit à tourner follement, rendue inutile par les dépôts métalliques dans la paroi. L'expert perdait ses repères. La sensation d'être des explorateurs intrépides laissa place à un sentiment plus diffus et angoissant. Ils n'étaient plus que des intrus vulnérables dans un labyrinthe indifférent à leur sort. La prise de conscience fut brutale. C'est quand Léo s'arrêta et avoua, la voix blanche, qu'il ne reconnaissait plus rien, que la panique s'installa véritablement. Ils tentèrent de revenir sur leurs pas, mais chaque galerie ressemblait à la précédente, un dédale de couloirs identiques et hostiles. Le sourire arrogant de Julien s'était effacé, remplacé par un masque de peur non dissimulé. Chloé avait cessé de filmer les beautés minérales. L'objectif de son caméscope balayait désormais frénétiquement les parois lisses, cherchant une marque, une faille, n'importe quel indice qui pourrait les guider. Leurs appels se perdaient sans écho. Le Vercors ne jouait plus, il les avait avalés, et le froid qui les saisissait n'était plus seulement celui de la grotte, mais celui du désespoir. Le drame survint sans crier gare. Un grondement sourd, d'abord lointain, enfla avec une rapidité terrifiante jusqu'à devenir un vacarme assourdissant. Le sol vibra violemment sous leurs pieds. Avant même qu'ils puissent réagir, le plafond de la galerie juste devant eux s'effondra dans un déluge de poussière et de blocs de roche. Le cri strident de Chloé fut coupé net. Dans le chaos, le faisceau de la lampe de Julien dansa follement, illuminant des fragments de la scène, le visage horrifié de Léo, un nuage de poussière opaque qui engloutissait tout. La caméra de Chloé, toujours en marche, filma une dernière image de chaos pur, un tourbillon de pierres et de ténèbres, avant qu'un impact violent ne la projette au sol, l'objectif se tournant vers le noir absolu. Le silence qui suivit fut plus terrifiant encore que le vacarme de l'effondrement. Un silence lourd, épais, saturé de poussière de calcaire qui brûlait les poumons et les yeux. L'obscurité était totale, oppressante. Une voix brisée, celle de Léo, tenta de percer les ténèbres. « Julien ? Chloé ?» Pas de réponse. Juste le goutte-à-goutte sinistre de l'eau, quelque part au loin, un métronome macabre comptant les secondes de leur nouvelle réalité. Le passage par lequel ils étaient venus était maintenant un mur de débris infranchissable. Ils étaient coupés du monde, séparés les uns des autres, et peut-être blessés. L'espoir, fragile comme une stalactite, venait de se briser en 1000 morceaux dans les entrailles de la montagne. 11 années s'écoulèrent, 11 printemps, 11 hivers. Le Vercors, imperturbable, avait repris ses droits, effaçant les traces de la frénésie médiatique qui avait suivi la disparition. Les équipes de secours, après des semaines de recherches acharnées dans le labyrinthe glacial, avaient fini par se retirer, laissant derrière elles un dossier classé comme accident de spéléologie probable. La tragédie, d'abord un drame national qui tenait la France en haleine, s'était lentement muée en une légende locale, une histoire sombre que l'on racontait à voix basse pour effrayer les jeunes têtes brûlées tentées par les gouffres interdits. Pour le monde, l'affaire était close. Mais pour les familles, le temps ne s'était pas écoulé. Il s'était figé, devenant une prison de silence et d'attente insoutenable, un purgatoire sans fin ni verdict. Didier, le père de Léo, était l'incarnation vivante de cette attente. L'homme robuste et jovial qu'il était s'était transformé en une ombre silencieuse, consumée par une quête solitaire. Son garage, autrefois rempli d'outils de menuiserie, était devenu un quartier général obsessionnel. Des cartes topographiques du Vercors recouvraient les murs, criblés de punaises et de tracés au feutre rouge. Des rapports de gendarmerie, des articles de presse jaunis et des manuels de spéléologie s'empilaient sur un établi. Chaque soir, il s'asseyait au milieu de ce chaos organisé, le regard perdu dans les dédales de papier, cherchant l'indice que tout le monde avait manqué, la faille dans le récit officiel. Sa vie n'était plus qu'une longue veille, un refus obstiné d'accepter le silence de la montagne. Souvent, la nuit,
des fragments de conversation le hantaient. Il revoyait le visage de Léo, illuminé par l'excitation, lui expliquant la géologie unique de cette galerie. « Ne t'en fais pas, papa, je connais cette montagne comme ma poche. » Cette assurance, qu'il avait alors rendu si fier, résonnait désormais comme une condamnation. Il se souvenait de la poignée de main de Julien, de son énergie électrique et de la douce prudence dans le regard de Chloé. Aurait-il dû voir le danger? Aurait-il dû poser plus de questions, interdire cette expédition? La culpabilité était un poison lent qui rongeait ses entrailles, une question sans réponse qui le maintenait éveillé, scrutant les cartes comme si elles pouvaient, par magie, lui rendre son fils. Les parents de Chloé avaient choisi une autre voie pour survivre. Dévastés par la perte de leur unique fille, ils avaient transformé leur douleur en un hommage vibrant à sa passion. Ils avaient recréé la fondation Chloé Delacroix, une organisation qui offrait des bourses à de jeunes artistes et documentaristes. Chaque année, une exposition présentait les œuvres des lauréats, et dans chaque image, chaque film, ils voyaient un éclat de la lumière de leur fille. C'était leur façon de la maintenir en vie, de s'assurer que sa créativité et sa vision du monde continueraient d'exister. Leur chagrin était une présence constante, mais ils l'avaient canalisé en une force créatrice, un phare de beauté dans leur océan de tristesse. À l'opposé, les parents de Julien s'étaient murés dans un silence amer. Leur maison, autrefois animée par les rires et l'agitation de leur fils, était devenue un mausolée où les volets restaient clos. Ils avaient coupé les ponts avec le monde extérieur et même avec les autres familles, incapables de supporter le miroir de leur propre souffrance. La rancœur avait remplacé le chagrin. Ils en voulaient à Léo, l'expert qui n'avait pas su protéger son ami. Ils en voulaient à la montagne, ce monstre de pierre qui avait volé leur enfant. Ils en voulaient à Julien lui-même, à son insouciance et à sa soif d'adrénaline. Leur deuil n'était pas une quête de sens, mais une lente désintégration dans la solitude et le reproche. Au fil des ans, le souvenir des trois amis s'était estompé dans la conscience collective, mais il restait gravé dans la géographie émotionnelle de la région. Les sentiers menant à l'entrée de la grotte étaient moins fréquentés. Les spéléologues, même les plus chevronnés, parlaient du réseau avec un respect teinté de crainte. Le drame avait conféré à ce coin du Vercors une aura sinistre, un lieu où la nature avait rappelé sa suprématie de la manière la plus cruelle qui soit. Les trois visages souriants sur les avis de recherche, longtemps affichés dans les commerces, avaient été retirés, mais leur absence laissait un vide, un rappel silencieux de la fragilité de la vie face à la puissance brute du monde. Didier retournait sur les lieux au moins 4 fois par an, à chaque changement de saison. Il n'essayait plus de pénétrer dans la grotte, dont l'entrée avait été scellée par les autorités. Il se contentait de marcher le long des parois, le visage fouetté par le vent, les yeux scrutant chaque fissure, chaque anfractuosité. Il parlait à son fils, parfois à voix haute, ses mots se perdant dans le souffle de l'altitude. Il cherchait un signe, un objet qui aurait été déplacé par le gel ou les pluies, un fragment de tissu, une boucle de baudrier. Chaque visite était un pèlerinage douloureux, un acte de foi absurde contre l'évidence du temps. Il ne cherchait plus à comprendre, seulement à être proche de l'endroit où tout s'était arrêté. Ainsi, pendant 11 longues années, les familles et la montagne restèrent figées dans un dialogue silencieux. Le deuil était impossible, car l'espoir, même le plus infime, est un tortionnaire tenace. L'absence de corps laissait la porte ouverte à tous les fantasmes, à toutes les angoisses. Était-il mort sur le coup? Avait-il survécu pendant des jours dans le noir et le froid? Cette incertitude était une blessure ouverte, une agonie suspendue que le temps ne parvenait pas à cicatriser. Ils étaient les prisonniers d'un mystère, attendant sans le savoir qu'un coup de marteau à des kilomètres de là vienne briser le sceau de leur longue peine et réveiller les murmures endormis de la vérité. Le présent, 11 ans plus tard. À quelques kilomètres du réseau de grottes, une vieille bergerie abandonnée, aux toits d'ardoise affaissés et aux murs de pierre moussue, reprenait vie sous les coups d'une équipe d'artisans. L'air vif des montagnes se mêlait à l'odeur âcre de la poussière de plâtre.
L'objectif était de transformer la ruine en un gîte de montagne moderne. Le travail était routinier, physique, rythmé par le vacarme d'une radio crachant des chansons populaires. C'est en abattant une cloison intérieure, un ajout récent en placo qui détonnait avec la pierre ancestrale, qu'un bruit sourd et mat stoppa net le geste d'un ouvrier. Ce n'était ni le son de la pierre, ni celui du bois. C'était un son étouffé, anormal. Intrigué, il donna un second coup, plus prudent, et vit apparaître une cavité sombre derrière le plâtre éventré. La curiosité remplaça la routine. Les ouvriers se rassemblèrent, leurs lampes de téléphone perçant l'obscurité de la cache. À l'intérieur, reposant sur un lit de poussière et de débris, se trouvait un sac de sport étanche, d'un bleu autrefois vif, maintenant terni par le temps. Le silence tomba sur le petit groupe. Ce n'était pas un vieux trésor de berger ou des outils oubliés. C'était un objet moderne, délibérément emmuré. Une sensation de malaise s'installa, lourde et palpable. Le sac ne semblait pas avoir été simplement perdu. Il avait été caché, scellé comme un secret inavouable. L'un des artisans, le plus âgé, sentit un frisson glacial parcourir son échine. Il se souvenait vaguement de l'histoire des jeunes disparus, une cicatrice dans la mémoire collective de la région. La décision fut unanime et immédiate. Il fallait appeler la gendarmerie. L'arrivée des uniformes transforma le chantier en scène d'investigation. Les gestes des gendarmes étaient méthodiques, contrastant avec l'agitation nerveuse des artisans. Ils établirent un périmètre, photographièrent la cloison détruite, puis extrairent le sac avec une précaution quasi chirurgicale. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la vallée, d'abord comme une rumeur, puis confirmée par le balai des véhicules officiels sur la petite route de montagne. Un secret endormi depuis plus d'une décennie venait d'être réveillé par un simple coup de marteau, et son écho menaçait de briser le silence qui avait enveloppé la tragédie des disparus du Vercors. Le téléphone sonna chez Didier en fin d'après-midi. La voix à l'autre bout du fil était celle d'un jeune gendarme, empreinte d'une déférence prudente. Il ne donna que peu de détails, mais les mots « découverte »,« bergerie » et « effet personnel » suffirent à faire basculer le monde de Didier. Le mince vernis de normalité qu'il avait mis 11 ans à construire se fissura en un instant. Un espoir féroce, aussi terrifiant que la peur elle-même, s'empara de lui. Il conduisit jusqu'à la gendarmerie, dans un état second, les mains crispées sur le volant, le paysage défilant sans qu'il ne le voie. Chaque kilomètre ravivait une douleur qu'il croyait maîtriser. Chaque virage le rapprochait d'une vérité qu'il avait à la fois ardemment désirée et profondément redoutée. Dans une salle blanche et impersonnelle, sous la lumière crue des néons, le sac fut ouvert devant lui. Le temps sembla se suspendre. Un officier en sortit les objets un par un, les déposant sur une table en métal avec des pinces. D'abord, un gant d'escalade unique, couvert d'une boue séchée, puis un carnet à la couverture gondolée par l'humidité, dont les pages semblaient soudées entre elles. Et enfin, le caméscope de Chloé. Didier retint son souffle. Il reconnut instantanément l'autocollant d'un groupe de musique qu'elle avait collé sur le côté. Cet objet, témoin silencieux de leurs derniers instants, était là, tangible, presque intact. C'était une relique d'un monde disparu, un fantôme de leur jeunesse fauchée qui venait de refaire surface de la manière la plus improbable qui soit. L'émotion submergea Didier, un mélange violent de soulagement et d'horreur. Ils avaient trouvé quelque chose. Après 11 années de vide, de silence assourdissant, voilà une preuve, un lien direct avec les derniers moments de son fils et de ses amis. Mais cette bouffée d'espoir fut immédiatement empoisonnée par une question lancinante et terrifiante. Pourquoi ces objets se trouvaient-ils ici, à des kilomètres de la grotte, scellés dans un mur? La logique d'un accident tragique, d'une simple erreur de jugement face à la nature, vola en éclats. La découverte ne clôturait pas l'affaire. Elle la déchirait pour révéler un mystère bien plus sombre. Quelqu'un avait caché ces objets. Et cette prise de conscience glaçante suggérait que les 3 amis n'avaient peut-être pas été les seules personnes dans les profondeurs du Vercors ce jour-là.
L'enquête, officiellement rouverte, entra dans une phase d'attente insoutenable. Le caméscope et le carnet, placés sous scellé, furent envoyés à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, près de Paris. Pour les experts, c'était un défi technique de taille, extraire des données d'un support électronique et d'un papier endommagé par 11 années d'humidité et de silence. Chaque jour qui passait était une torture pour Didier. Il appelait la gendarmerie de Grenoble matin et soir, mais la réponse était toujours la même. « Nous travaillons dessus, monsieur. Il faut être patient. » La patience, après une décennie d'attente, était une ressource qu'il n'avait plus. Il se sentait comme un prisonnier attendant un verdict qui pourrait soit le libérer, soit le condamner à une peine de chagrin encore plus lourde. Pendant cette attente, Didier se replongea dans son sanctuaire de cartes et de rapports, mais son regard avait changé. Il ne cherchait plus les erreurs de son fils, les signes d'un accident, mais les incohérences, les anomalies. La bergerie, cet élément nouveau et incongru, obsédait ses pensées. Pourquoi là? Comment? Il traça une ligne rouge entre l'entrée de la grotte et la vieille bâtisse, une ligne qui traversait forêts denses et terrains escarpés. L'idée qu'une personne ait pu transporter ce sac, franchir cette distance pour ensuite l'emmurer, transformait la tragédie en un acte délibéré, calculé et monstrueux. L'espoir de comprendre se mêlait désormais à la peur panique de ce que cette compréhension impliquerait, la présence d'un mal humain bien plus terrifiant que la fureur aveugle de la montagne. La nouvelle de la réouverture du dossier fit remonter à la surface une autre figure du passé, le commissaire Lefebvre, l'homme qui avait dirigé les recherches infructueuses 11 ans plus tôt. Maintenant à la retraite, le visage creusé par les regrets, il se présenta de lui-même à la gendarmerie. Ce dossier était la grande cicatrice de sa carrière, un échec personnel qu'il n'avait jamais digéré. Il offrit son aide, sa connaissance intime du terrain et des premiers jours de l'enquête. Sa première rencontre avec Didier fut chargée d'une émotion brute. Deux hommes brisés par la même affaire, unis par un besoin viscéral de vérité. Lefebvre n'était plus un officiel. Il était un homme en quête de rédemption, déterminé à poser la dernière pièce du puzzle qu'il avait laissé inachevé. La première percée vint du carnet. Les experts du laboratoire parvinrent à séparer quelques pages, révélant l'écriture de Chloé, déformée par l'urgence et le froid. Les premières lignes étaient poétiques, décrivant la beauté souterraine, mais le ton changea rapidement. Elle parlait de la boussole folle, de la tension palpable entre Léo et Julien, et de la peur qui s'infiltrait. Puis une phrase, écrite plus tard, fit frissonner Didier et Lefebvre. « Nous ne sommes plus seuls. Un homme nous a trouvés. Il dit connaître une autre sortie. » Ces mots, simples et factuels, ouvraient un abîme de questions. Qui était cet homme? Un autre spéléologue? Un ermite vivant dans les montagnes? L'espoir fragile qu'il s'agisse d'un sauveteur fut immédiatement balayé par une intuition bien plus sombre. La nouvelle de cette avancée se propagea aux autres familles, ravivant des douleurs à peine endormies. Les parents de Chloé accueillirent l'information avec une dignité tremblante, leur fondation artistique devenant soudain un mémorial encore plus poignant. Pour eux, savoir était essentiel, quel qu'en soit le prix. À l'inverse, les parents de Julien se murèrent davantage dans leur colère. Ils contactèrent un avocat, persuadés que cette histoire d'un autre homme était une invention pour dédouaner Léo de sa responsabilité. Cette fracture entre les familles ajouta une couche de complexité et de tristesse à l'enquête. Un drame humain se jouant en parallèle du mystère criminel. Les enquêteurs devaient désormais naviguer non seulement dans les secrets de la montagne, mais aussi dans les eaux troubles du deuil et du ressentiment. Enfin, le jour tant attendu arriva. Les techniciens avaient réussi à restaurer des fragments de la dernière vidéo enregistrée par le caméscope de Chloé. Didier et Lefebvre furent convoqués dans une salle de visionnage de la gendarmerie. L'atmosphère était électrique. Les premières images, saccadées et de mauvaise qualité, montraient des visages familiers, illuminés par les lampes frontales, mais rongés par l'épuisement et la peur.
On entendait des bribes de conversation, des chuchotements angoissés sur le chemin à prendre. La caméra balayait les parois sombres et humides, une prison minérale sans fin. Didier sentit ses mains devenir moites, son cœur battant à tout rompre. Il allait revoir son fils, vivant, pour la dernière fois, à travers les yeux de son ami. Le dernier segment récupéré durait à peine 30 secondes. L'image était un chaos de mouvements brusques, le son saturé par des respirations haletantes et ce qui semblait être un début de dispute. Julien criait quelque chose d'incompréhensible. La caméra, tenue par une Chloé visiblement terrifiée, pivota brusquement. Pendant une fraction de seconde, le faisceau de sa lampe éclaira un quatrième visage. Ce n'était ni Léo, ni Julien. C'était un homme plus âgé, le regard dur, la barbe hirsute. Il ne portait pas d'équipement de spéléologie. Son expression n'était pas celle d'un sauveur, mais celle d'un prédateur. Puis un cri, un bruit sourd, et l'image plongea dans le noir absolu. Le silence dans la salle de visionnage était total, assourdissant. Le choc laissa place à une certitude glaciale. Ce n'était pas un accident. Les trois amis n'avaient pas été simplement victimes de la montagne, ils avaient croisé le chemin de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui les avait menés à leur perte, avait assisté à leur fin, puis avait méticuleusement caché la seule preuve de sa présence. Le mystère des disparus du Vercors venait de se transformer en une chasse à l'homme. Pour Didier, la douleur de la perte fut soudainement éclipsée par une nouvelle émotion, pure et brûlante. La rage. 11 ans de deuil venaient de se muer en une quête de justice. Il regarda le visage figé sur l'écran, l'image granuleuse du meurtrier de son fils, et se fit une promesse silencieuse. Il le trouverait. Peu importe le temps que cela prendrait. L'enquête, nourrie par le visage capturé sur la vidéo, s'accéléra de manière fulgurante. Les gendarmes, aidés par la mémoire infaillible de Lefebvre, se concentrèrent sur les rares habitants isolés du Vercors, les ermites et les braconniers qui vivaient en marge de la société il y a une décennie. Un nom finit par émerger des vieux registres. Antoine, un homme solitaire au passé trouble, qui occupait illégalement la bergerie avant sa rénovation. Retrouvé dans une petite maison délabrée, à la périphérie d'un village voisin, il fut conduit au commissariat de Grenoble. Assis dans la salle d'interrogatoire, cet homme vieilli, au visage buriné par le vent et aux yeux d'un bleu glacial, niait tout avec un calme déconcertant. Derrière le miroir sans teint, Didier sentait son cœur battre contre ses côtes, une haine pure et froide montant en lui. C'était lui, il le savait. Le point de rupture fut orchestré par Lefebvre. Sur un signe de sa part, un écran fut allumé dans la salle. Les 30 secondes de chaos filmées par Chloé inondèrent le silence. Les visages paniqués des trois jeunes, le son de leur souffle court, puis le cri. Et enfin, pendant une seconde insoutenable, le visage d'Antoine, plus jeune de 11 ans, apparut figé dans la lumière de la lampe frontale. La forteresse de déni du vieil homme se fissura. Un tremblement parcourut ses mains. Dans un murmure rauque, il commença à parler. Il les avait trouvés, perdus et terrifiés. Au lieu de les aider, il avait vu en eux des intrus, des citadins souillant son territoire. Il les a guidés vers une galerie instable, un piège naturel qu'il connaissait bien. Il a assisté à l'effondrement, impassible, avant de ramasser le sac et de l'emmurer dans la bergerie comme un trophée macabre, un secret qui le liait à jamais à la montagne. Derrière la vitre, le monde de Didier s'effondra en silence. Il ne cria pas, ne frappa pas contre la glace. Une clarté terrible et dévastatrice s'empara de lui. Pendant 11 ans, il avait lutté contre un fantôme, contre la fureur aveugle de la nature. La vérité était à la fois plus simple et infiniment plus monstrueuse. La montagne n'était pas le monstre était cet homme pathétique, consumé par une solitude haineuse. La fin de l'incertitude ne fut pas un soulagement, mais une délivrance empoisonnée, remplaçant le vide par une douleur concrète et brûlante. Lefebvre posa une main lourde sur son épaule. «
un geste de solidarité silencieux face à l'abîme. Le mystère était résolu, mais pour Didier, le véritable deuil, celui de la vérité, ne faisait que commencer. Le procès d'Antoine fut bref, presque clinique, un épilogue dépouillé de toute la complexité émotionnelle des 11 années passées. Face aux preuves irréfutables de la vidéo et à ses propres aveux, l'homme des montagnes fut condamné à une lourde peine. Dans la salle d'audience, les familles reçurent le verdict de manière radicalement différente. Pour les parents de Chloé, ce fut un soulagement amer, la fin d'un chapitre qui leur permettait enfin de transformer leur fondation en un mémorial complet, honorant non seulement la vie de leur fille, mais aussi la vérité sur sa fin tragique. Les parents de Julien, eux, restèrent pétrifiés dans leur rancœur, la culpabilité d'un homme ne suffisant pas à apaiser la colère contre le destin. Pour Didier, la justice n'avait pas le goût de la victoire. C'était une simple ponctuation administrative à la fin d'une phrase de douleur. Il quitta le tribunal, non pas libéré, mais simplement porteur d'un fardeau différent. Quelques mois plus tard, à l'arrivée de l'automne, Didier retourna une dernière fois au pied du Vercors. Il gara sa voiture au même endroit que son fils, 11 ans plus tôt, mais le paysage ne lui semblait plus menaçant. Le vent qui balayait les crêtes ne murmurait plus de questions sans réponse. Il marcha jusqu'à l'entrée de la grotte, désormais condamné par une grille de fer scellée dans la roche. Il posa sa main sur le métal froid, non plus pour chercher un passage, mais pour dire adieu. La montagne n'était plus un adversaire ni un complice. Elle était redevenue ce qu'elle avait toujours été, une force de la nature indifférente, un tombeau de pierre majestueux et silencieux. Pour la première fois depuis une décennie, il ne cherchait plus rien. Il se retourna et s'éloigna sans un regard en arrière, laissant enfin son fils à la garde éternelle de la pierre. La légende des disparus du Vercors avait changé de nature. Ce n'était plus une histoire de prudence face à la nature sauvage, mais un conte bien plus sombre sur la malveillance qui peut se nicher dans la solitude la plus profonde. Le caméscope de Chloé, devenu pièce à conviction, reposait dans une salle des scellés, son dernier enregistrement étant le testament silencieux d'une jeunesse fauchée non par la montagne, mais par la cruauté d'un homme. Les murmures qui s'étaient échappés du mur de la bergerie s'étaient tus, remplacés par le silence assourdissant d'une vérité qui n'apportait pas la paix, mais une forme de clôture brutale. La douleur des familles ne s'effacerait jamais, mais l'incertitude, ce poison lent qui les avait rongés pendant si longtemps, avait enfin perdu son pouvoir.